Bonsoir à tous, vous suivez le dernier point d'information de RTI en titre de ce journal. Le vice-président de la République s'est entretenu avec l'ancienne première ministre française Édith Cresson, avec la fondatrice des écoles de la deuxième chance. Les échanges ont porté sur les possibilités de réinsertion d'une jeunesse sans emploi et sans formation suffisante dans le tissu socio-économique. Le Premier ministre Patrick Achi est à Washington depuis samedi pour prendre part au sommet USA-Afrique qui se tiendra du 13 au 15 décembre 2022. Le chef du gouvernement qui conduit la délégation ivoirienne qui représente le président de la République, Alassane Ouattara. Puis la Banque mondiale apporte un appui budgétaire à la Côte d'Ivoire, 263 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'elle vient de débloquer afin d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre des réformes au niveau du secteur privé, de l'éducation et de la réduction de la pauvreté. Voilà pour les titres. On se rend directement au palais de la présidence de la République où Tiemoko Méliette Koné recevait vendredi l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, au cœur des échanges. La question de l'école de la deuxième chance. Awa Touré. L'école de la deuxième chance permet d'aider des jeunes sans diplôme ni qualification professionnelle à acquérir des aptitudes et compétences pour s'insérer dans le monde du travail. Le vice-président de la République, Tiemoko Méliette Koné, et l'ancienne première ministre de France, Édith Cresson, fondatrice des écoles de la deuxième chance en France, ont partagé leurs expériences sur cette question liée à l'emploi des jeunes. Nous avons à peu près 68% des jeunes qui sortent des écoles de la deuxième chance qui ont un emploi à la sortie de l'école, c'est-à-dire au bout d'un an. Et si on attend encore un an, on est encore 5 à 8% qui a un emploi. Donc ce sont des résultats qui sont extrêmement positifs. Parce que ces jeunes, ils sont aussi intelligents que les autres, mais ils n'ont pas eu la chance à l'école de comprendre ce qui se passait. Les parents, généralement, ne s'en sont pas occupés suffisamment. Et donc ce sont des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Et là, ils ont une chance de rattraper le niveau et de se faire une situation, un emploi tout à fait valorisant et intéressant. Notons que le programme L'école de la deuxième chance fait partie des réponses que le gouvernement apporte à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes. Je vous le disais il y a quelques instants, le Premier ministre à Washington, Patrick Achi, est à la tête d'une forte délégation pour prendre part au sommet des leaders États-Unis-Afrique, un sommet où il représente le président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre qui se tiendra du 13 au 15 décembre va réunir plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Y participeront également des représentants du secteur privé africain et américain, des représentants de la société civile ainsi que des médias de tous les continents. Pendant donc 72 heures, les échanges vont porter sur les enjeux et les défis du renforcement des relations entre les États-Unis et le continent africain. Un commentaire d'Alexis Ouetraogo. Washington abrite du 13 au 15 décembre prochain le sommet des leaders États-Unis-Afrique. Le rendez-vous qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants du secteur privé tant africain que américain permettra d'échanger sur les enjeux et défis du renforcement des relations entre les deux continents. D'importantes questions d'intérêt commun seront discutées, notamment la paix, la sécurité, la gouvernance, la santé mondiale au lendemain de la Covid-19, la sécurité alimentaire, ainsi que bien sûr la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, AGOA. Le chef du gouvernement arrivé ce dimanche y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, et participera en marge du sommet à une table ronde sur les opportunités d'investissement spécifiques à la Côte d'Ivoire. Des rencontres bilatérales, notons-le, sont annoncées avec des personnalités politiques américaines. La Banque mondiale renforce sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire. L'institution financière vient d'accorder un prêt de 263 milliards de francs CFA à notre pays. Retour sur la signature de l'accord entre la directrice des opérations Coralie Givers et le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly dans un compte rendu de Sephora Zegui.
Cet appui budgétaire de l'ordre de 263 milliards de francs CFA sera essentiellement orienté vers les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment les transports, la finance et les télécommunications. En effet, ce sont 3 piliers importants fléchés au plan national de développement PND qui viendront irriguer les autres segments de la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire avec un impact positif dans la lutte contre la pauvreté par la création d'emplois durables et de qualité. La Banque mondiale a accepté de faire un effort supplémentaire pour marquer son soutien sur la base surtout que les réformes qu'ils vont soutenir sont très importantes. Et donc on voudrait vraiment remercier le ministère de l'économie et le gouvernement d'avoir mis en place ces réformes. Le décaissement de ces ressources financières témoigne de la confiance que l'institution financière mondiale place en la Côte d'Ivoire, un pays dont le dynamisme de l'économie le classe parmi les plus prometteurs du continent, malgré quelques défis à relever au niveau structurel, organisationnel et humain. Je voudrais rappeler que cet appui budgétaire s'inscrit au chapitre des engagements du gouvernement à poursuivre les réformes initiées sur le plan économique et social pour consolider la croissance économique. Le programme répond ainsi aux défis et contraintes majeures auxquels notre pays est confronté dans le cadre de la libération de toutes ses potentialités. Ces défis sont devenus encore plus pressants face au contexte actuel marqué par des incertitudes de l'environnement tant international que sous-régional liées aux impacts de la crise de la Covid-19 ainsi qu'aux effets inflationnistes de la crise en Ukraine. En attendant la présentation officielle de cet important document, le gouvernement continuera d'œuvrer au renforcement du partenariat avec la banque. Tout en saluant les efforts déjà consentis en faveur de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances appelle à la poursuite et au renforcement de cette coopération bilatérale agissant avec la Banque mondiale. Un nouveau cadrage macroéconomique est d'ailleurs en consolidation. Un mot de défense à présent. Un peu plus de 200 sous-officiers et de commandants de brigade participent à un séminaire de renforcement de capacité. La formation met un accent particulier sur la lutte contre la corruption et le renforcement de la discipline au sein de l'institution. On retrouve la précision de Jean-Marc Djadji. 205 sous-officiers gendarmes, commandants de brigade, renforcent leurs capacités. Ils sont instruits sur la gestion administrative, le commandement et les réponses opérationnelles face aux grandes menaces. Le commandement supérieur de la gendarmerie entend mettre à disposition de ces différents chefs de brigade un éventail de connaissances afin de leur permettre de mener à bien leurs fonctions. Nous savons qu'ils sont les chevilles ouvrières dans ce que nous faisons en matière de police administrative qui consiste à maintenir l'ordre dans la cité. Et donc nous sommes venus leur communiquer un certain nombre de formations, de conseils pour leur permettre, au moment où ils prennent service dans leurs circonstances respectives, d'être efficaces pour le bien du service public. Cet atelier de formation est animé par des officiers supérieurs et des aumôniers militaires. Redoubler de vigilance tout en respectant les dernières prescriptions en rapport avec la question d'éthique et déontologique. C'est le message du procureur de la République au commandant de brigade. Le rôle premier de la gendarmerie et de la justice, c'est d'aller contre les délinquants. Donc nous devons faire en sorte que notre mission ne soit dirigée que contre les délinquants. Ce que nous reprochons aux autres, nous ne devons absolument pas faire, sinon nous nous exposons nous également à la rigueur de la loi. Le commandant de brigade assure la direction de certaines enquêtes, garantit la sécurité et la tranquillité des résidents de sa localité. La gendarmerie nationale entend à travers ses chefs de brigade mener avec brio ses missions. Le président Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, reste présent dans les mémoires collectives. Le 29e anniversaire de sa disparition a été commémoré par le RHDP. Militants et responsables du parti se sont donc retrouvés pour un moment de témoignage et de sensibilisation à la paix. Éric Goré. Pour nous, l'oufouettisme constitue un don, c'est-à-dire le cadeau le plus précieux que la Providence ait fait à notre beau pays par le canal d'un homme d'État d'exception. Félix Houphouët-Boigny reste vivant dans le cœur des Ivoiriens. 29 ans après, les Ivoiriens s'en souviennent et le RHDP en est fier. Fier d'avoir pour repère et pour modèle celui qui a construit de ses mains la Côte d'Ivoire moderne.
Un référent pour le rassemblement des oufouettistes. Ils ont raison, ces militants du RHDP, de commémorer ce 7 décembre. Le 7 décembre restera un jour mémorable pour notre grand pays. C'est pourquoi le RHDP a décidé de rendre un hommage à ce grand homme, épris de paix et de sagesse politique. Des témoignages sur le personnage de ce grand homme, il y en a eu. C'est des vertus que l'on retrouvait chez le président Houphouët-Boigny. La vision, l'amour de son peuple, la passion pour son peuple, et qu'on retrouve chez le président Alassane Ouattara. La vision, l'amour de son peuple, l'amour de la jeunesse, la préparation d'un avenir pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et le sens de la famille qu'on retrouve chez le président Alassane Ouattara. La pratique du dialogue, le pardon des offenses, l'histoire contemporaine, et on peut ne pas les citer, mais l'histoire contemporaine nous ramène à la mémoire de gens à qui Alassane Ouattara a pardonné. Le secrétariat exécutif du Rassemblement pour la démocratie et la paix donne ainsi l'occasion aux plus jeunes de connaître suffisamment l'illustre disparu à travers des informations sur ses actions et sa vie. On fait tout de suite le point de la situation de la Covid-19 au 11 décembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 11 décembre 0 nouveau cas de Covid-19 sur 434 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 11 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 894 cas confirmés, dont 87 056 personnes guéries, 830 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 657 420. Le 10 décembre 2022, 143 916 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 22 754 551 doses du 1er mars 2021. Au 10 décembre 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Éducation maintenant, les meilleurs élèves du lycée de jeunes filles de Bingerville viennent de recevoir des prix d'excellence. Elles ont été récompensées par l'amicale des anciennes du dit lycée, une cérémonie de distinction pour maintenir la flamme de l'excellence au sein de l'établissement. Un reportage de Bintou Pekelekone. Elles sont les 4 meilleures élèves du lycée Houphouët Mami Fété de Bingerville pour l'année scolaire 2021-2022. Elles ont obtenu les mentions très bien et bien, ce qui leur vaut la distinction du jour. Certaines lauréates hors du pays sont représentées par leur mère. Le Seigneur a béni cette journée encore pour que on la décore, même si elle n'est pas là, elle est à l'extérieur. Je vais lui faire le compte rendu. Ça me donne envie de travailler encore plus pour arriver à leur niveau ou même peut-être les dépasser plus tard. Ces lauréates font partie de la 4e promotion du prix d'excellence Janakia Batelot, prix initié par l'ADA, l'amicale des anciennes, du lycée de jeunes filles de Bingerville. Une édition parrainée par une autre ancienne. Ces lots viennent de la part du directeur général du BNED, M. Koulibaly Kinapara, qui a insisté pour que le BNED puisse accompagner ses filles. Vraiment, je pense que c'est un grand geste qu'il faut louer. Et il faut que les filles comprennent que nous qui sommes là aujourd'hui, c'est par le travail que nous sommes dans cette position. Moment de retrouvailles entre anciennes élèves, anciennes proviseurs et éducatrices. Elles reçoivent elles aussi des distinctions pour leur don de soi pendant leur service. Les émotions sont au rendez-vous. Awa Dambélé, épouse du directeur général de la RTI, se souvient encore de son passage ici de 1983 à 1987. Ça a fait revivre des souvenirs. Il y a eu de très bons résultats. Et encore aujourd'hui, on se retrouve pour célébrer l'excellence. Mon vœu, c'est que cette célébration soit pérenne
et que chaque année, on ait vraiment beaucoup plus de lauréats. Et l'ADA va au-delà des prix. Cette année, l'amicale a rénové le CDI, Centre de documentation du lycée de jeunes filles de formation du dit lycée. Je m'engage à visiter la CDI et puis à lire toujours des livres pour améliorer mon niveau en français, pour être comme ces filles qu'on a primées aujourd'hui. Il reste encore beaucoup à faire dans ce lycée construit en 1935. Il fallait vraiment créer un prix pour stimuler nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureuses parce que les filles se mettent au travail. Donc notre projet immédiat, c'est de trouver des partenaires pour nous aider à réhabiliter 2 bâtiments pour avoir plus de filles à l'internat. Les dons que j'ai reçus aujourd'hui pour mon CDI, je n'avais pas ça en livre. Mamie Fétel n'avait pas plus de 850 ouvrages dans son CDI. Les filles qui sont dans des situations de précarité, le chèque qui a été donné, c'est pour couvrir leurs dépenses à l'internat. Nous sommes bien accompagnés en tout cas par l'amicale des anciennes. Le prix d'excellence Janakia Batlo rend hommage à la première directrice africaine et particulièrement ivoirienne du lycée de jeunes filles de Benjerville. Elle a dirigé le dit lycée de mai de maître de 1975 à 1993. Éducation toujours avec cette fois-ci le phénomène des congés anticipés. À Bouaké, un cadre de la région a pris son bâton de pèlerin. Souleymane Touré, l'un des conseillers techniques du Premier ministre, est sur le terrain pour accentuer la sensibilisation. Ainsi donc, à quelques jours des congés de Noël, il appelle les élèves à achever le quantum horaire pour des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. On en parle avec Soro Corona. L'école ivoirienne est confrontée ces dernières années au fléau des congés anticipés. Fléau aux nombreuses conséquences. Bagarre rangée entre les élèves pro et anti-congés anticipés avec son corollaire de blessés, de morts et de dégâts matériels. Non-achèvement du quantum horaire. À quelques jours des congés de Noël, les sensibilisations se multiplient dans les écoles. Touré Souleymane, conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse sillonne les écoles de Bouaké. Le service civique, c'est l'ensemble des valeurs citoyennes à promouvoir dans la société, les bons comportements, l'éducation, le savoir-vivre, le savoir-être, être un citoyen digne qui aime son pays, qui aime son drapeau, qui a l'amour du prochain. Est-ce que vous êtes comme ça? Objectif de cette sensibilisation, amener les élèves à prendre conscience de leur avenir et expliquer aux apprenants la nécessité d'achever les programmes pour des meilleurs résultats aux examens de fin d'année. Moi, je pense que c'est pas quelque chose de normal et idéal pour nous, les jeunes élèves, parce que ça nous ralentit au niveau des études. Donc, sincèrement dit, on doit revoir ça. On doit sensibiliser nos amis pour éviter ce genre de choses. Le conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse compte poursuivre cette sensibilisation jusqu'au vendredi 23 décembre, jour de départ en congé des élèves. Le magazine du dimanche de RTI1 recevait aujourd'hui le sous-directeur chargé de la lutte contre le changement climatique au ministère de l'Environnement. Frédéric Galezakwa est venu faire le point de la participation de la Côte d'Ivoire à la 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique en Égypte à Sharm el-Sheikh. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Cette conférence avait des objectifs majeurs. Finaliser la feuille de route sur la mise en œuvre de l'accord de Paris. Pour les pays partis, l'occasion de présenter leurs nouveaux engagements climatiques. Son Excellence, Monsieur le Vice-président, au-delà du fait que Son Excellence a présenté les nouveaux engagements climatiques de la Côte d'Ivoire, mais il est revenu sur la nécessité pour les pays développés d'appuyer les pays en voie de développement à mettre en œuvre les engagements qui sont pris. Donc ce plaidoyer a eu un écho favorable auprès des partenaires. La Côte d'Ivoire, dans la discussion, a formalisé avec l'Union européenne pour un appui d'environ 4 milliards pour asseoir un système de suivi et d'évaluation. C'est que les pays prennent des engagements, mais il faut asseoir des dispositifs qui permettent de faire le suivi et de rendre compte à la Convention. La Côte d'Ivoire bénéficiera donc d'un appui pour la construction de logements sociaux. Le montant est de 10 milliards de francs CFA
venant donc de la Banque ouest africaine de développement, avec donc pour agent d'exécution le programme des Nations Unies pour le développement. Et il y a eu donc le financement également de l'élaboration du plan climat territorial. Vous savez que les premières victimes des changements climatiques, ce sont nos communautés rurales. Toute la politique va consister désormais à prendre en compte ces populations qui, comme je le disais, sont impactées par les changements climatiques. La Côte d'Ivoire a plusieurs autres initiatives. Et lesquelles? Réduit donc ces émissions, donc des initiatives donc sur le secteur des déchets, des initiatives sur le méthane et sur la nutrition, sur l'agriculture et plusieurs autres initiatives. Donc la Côte d'Ivoire a eu des acquis grâce donc à cette participation de toutes les parties prenantes. Il est important que chaque acteur, là où il se trouve, que ce soit les collectivités, que ce soit le secteur privé, que ce soit les collectivités décentralisées, nous puissions unir nos forces pour aller de l'avant dans le cadre des engagements. Autre chose, à présent, le nouveau chef du village d'Abidjan, Agban, dans la commune d'Atekoubé, vient d'être intronisé. Chef de communauté, guides religieux ont pris part à la cérémonie. Akoso Bobin devra à présent veiller à la bonne gestion du village et au maintien de la paix et de la cohésion sociale. William Skakou, Sephora Zegui. Transmettre des valeurs aux générations futures afin de préserver les us et coutumes de la tradition Atchan. Tel est le message que la chefferie Tchagba d'Abidjan Agban véhicule à travers cette intronisation du chef du village. Akoso Bobin, 13e chef du village d'Abidjan Agban, issu de la catégorie Tchagba, reçoit son arrêté préfectoral et promet une gestion efficiente dans l'intérêt de sa communauté. L'histoire nous instruit que le pouvoir en pays Atchan se transmet de génération en génération, et cela dans l'amour, la solidarité et la paix. C'est pourquoi ce matin, je suis heureux de constater que la communauté d'Abidjan Agban s'est fortement mobilisée pour faire de cette cérémonie d'intronisation de son chef un moment de liesse populaire. Cette cérémonie qui réunit plusieurs villages ébriés, notamment les chefs des 6 autres villages Bidjan, est le lieu pour les autorités présentes d'inciter le peuple Atchan à la cohésion sociale et à la paix. Je vous exhorte à la gestion participative. Soyez à l'écoute de tous. Il vous appartient maintenant de maintenir le climat de paix et de fraternité. Je suis convaincu que votre sagesse, votre clairvoyance et votre esprit de rassembleur feront de vous un très bon chef. À travers l'intronisation pacifique du chef Akoso Bobin, donne un signal fort à l'ensemble du peuple Atchan. Notons que le peuple Atchan, communément appelé Ébrié, a plus de 27 villages à travers le district d'Abidjan. Fête annuelle de moisson dans la commune de Port-Bouët, les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie, Temple de Bethel, ont décidé de marquer un arrêt pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Un reportage de Wilfred Okwa, commenté par Walter Amadou Ouattara. Chants et danses, à travers une ambiance festive, cette communauté méthodiste rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits en leur endroit. La célébration qui réunit les chrétiens de l'église méthodiste unie, Temple Bethel de Port-Bouët, est la fête annuelle de moisson. Point clé de cette commémoration, un culte d'action de grâce. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans notre vie. Pour tout chrétien, c'est un moment de remerciement par rapport à tout ce que Dieu a fait pour nous durant l'année. Il faudrait que tout homme qui vit reconnaisse en Dieu, en Jésus, la source de tout le bien qu'il possède. Pour les guides religieux, il était important de marquer un arrêt en vue d'exprimer une reconnaissance à Dieu en cette fin d'année. Chaque année, chaque communauté sort pour le jour de sa moisson. Donc c'est une fête d'offrande, de reconnaissance à Dieu pour toute une année. Et nous venons à cette occasion, comme vous l'avez vu là, on donne sans réfléchir, on donne sans compter, afin que Dieu se souvienne de nous. La moisson, c'est une tradition à l'église méthodiste Côte d'Ivoire. Et la moisson, c'est une célébration que Dieu lui-même a instituée. Les traces sont dans les Saintes Écritures. La moisson qui est aujourd'hui, qui était instituée à la Pentecôte,
C'est le moment de la récolte. Et à travers cette célébration, nous venons d'abord dire merci au Seigneur pour ses grâces, mais c'est aussi l'occasion pour nous d'exprimer notre foi. Parce qu'en venant, en participant, en contribuant, nous disons à Dieu qu'il est encore vivant, il est sur son trône et avec lui nous pouvons avancer très loin. La solidarité était également au cœur de cet événement religieux. Des veuves ont reçu des dons. On parle maintenant de cinéma. Les réalisateurs Abderrahmane Sissako et Philippe Lacotte sont à Abidjan pour le tournage du film La colline parfumée, un long métrage dont le clap de début a été donné par la ministre Françoise Remarque. Elle a saisi l'occasion pour visiter le site de tournage. Elle a aussi réaffirmé l'intérêt du gouvernement pour les métiers du 7e art. Un reportage d'Issa Chonayo. Ce geste de la ministre de la Culture et de la Francophonie marque le clap de lancement du film La colline parfumée du cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako. Nous sommes à la chefferie traditionnelle de Blocos, dans la commune de Cocody. C'est une histoire d'amour. C'est une Africaine qui part en Chine, qui a une histoire d'amour. Mais avant de partir, elle se marie. Et ce jour-là, mais c'est très rare, elle dit non. Voilà, le jour de son mariage, c'est qu'il y a un choc pour une société. Mais ça, c'est symbolique. Hein. C'est une façon de montrer que nos jeunes filles, nos sœurs, nos filles ont aussi une force réelle. Ce long métrage, Abderrahmane Sissako ne le réalise pas seul. Il est accompagné dans cette aventure cinématographique par le réalisateur ivoirien Philippe Lacotte. En vivant en Côte d'Ivoire, c'est d'attirer aussi d'autres cinéastes dans le bon sens et de faire en sorte que des choses se passent au niveau cinématographique de haut niveau en Côte d'Ivoire. La ministre Françoise Remarque se réjouit de la présence du cinéaste mauritanien en terre ivoirienne. Occasion pour elle de décliner ses ambitions pour le 7e art en Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a inscrit le secteur de la culture comme étant un secteur prioritaire dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Aujourd'hui, vous assistez à une réalisation de ce plan national de développement avec le tournage en Côte d'Ivoire de La colline parfumée. Le tournage d'un film a un impact sur toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 personnes qui sont présentes, des personnes de toutes les nationalités. Ce film va se tourner dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Et ça sera à moi de donner le clap de fin de ce journal. Mais avant, je vous invite à jeter un regard sur l'actualité dans le monde en 7 jours. Une sélection signée Angela Diallo et Herman Guibé. Les militaires au pouvoir et certains groupes civils ont trouvé un compromis pour une transition de 2 ans. La signature de l'accord en présence de représentants de l'ONU intervient après des mois de négociations. Les groupes civils signataires choisiront un premier ministre civil. L'armée devrait former un nouveau conseil de défense et de sécurité à placer sous la direction du chef de gouvernement. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat à la prochaine présidentielle, est confronté à une ex-employée d'un salon de massage qui l'accuse de viol répété avec menace de mort. Cette première confrontation est une nouvelle étape de cette affaire judiciaire qui avait provoqué des émeutes meurtrières en mars 2021. Un homme a tenté de forcer l'entrée d'un commissariat de police dans la province indonésienne de Java. L'attaque a fait 2 morts, dont l'auteur de l'attentat et un policier et 10 personnes ont été blessées. Aucune indication sur le mobile de cette attaque n'a été donnée par les autorités de l'archipel. L'Indonésie est depuis des années en proie à l'activisme islamiste. Le président péruvien Pedro Castillo a été destitué et placé en état d'arrestation après avoir tenté de dissoudre le Parlement et annoncer un gouvernement d'exception. Sa destitution pour incapacité morale a été approuvée par 101 des 130 parlementaires, dont 80 dans l'opposition. Dans la foulée, la vice-présidente Dina Boluarte a prêté serment en tant que présidente par intérim. Les États-Unis sanctionnent l'ex-président de la Guinée Alpha Condé pour violation des droits humains. Alpha Condé est accusé d'avoir réprimé l'opposition avant d'être renversé par un coup d'État en 2021. Les sanctions gèlent les avoirs de l'ex-président et interdisent toute relation commerciale avec lui.
Des centaines de Tunisiens ont manifesté à Tunis pour exiger le départ du président Kais Saïed. Une semaine avant les législatives, la manifestation à l'appel d'une coalition de partis d'opposition est survenue dans un contexte de crise économique marqué par des pénuries récurrentes de denrées de base et une forte inflation. Le Premier ministre taïwanais a accusé la Chine de violer les règles du commerce international et de faire preuve de discrimination après l'annonce par Pékin de nouvelles interdictions d'importation. Selon le ministère taïwanais des Finances, les autorités douanières chinoises ont subitement suspendu les importations de certaines boissons alcoolisées en provenance de l'île. Ainsi va le monde. Ce journal est maintenant terminé. Retrouvez d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs dès demain et toujours sur RTI 1. Bonsoir.